Ouais, j'ai envoyé un petit mot à Claire là. Elle a envoyé. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au stand-up de l'Iris. Alors ce soir, c'est avec vraiment très grand plaisir qu'on va avoir deux stand-uppeuses. Et on va parler d'un sujet très sensible, l'humanitaire, sexe, éthique, entre faillibilité et exemplarité. Alors les débats vont être certainement riches, à la hauteur de la qualité de nos intervenants. Moi-même et donc Philippe Riffman, on va animer la soirée et les débats. Donc juste pour vous donner les règles, en gros, et vous les rappeler pour ceux qui viennent au stand-up pour la première fois, les stand-uppers vont exprimer leur point de vue, leurs pensées pendant 10 minutes. Vous allez avoir donc un relateur et un contre-relateur que sera incarné ce soir par Frédéric Thomas, qui est chercheur au CETRI et qui a déjà écrit pas mal d'articles sur ces questions. In fine, la parole est à vous. Donc vous allez être partie prenante de ce débat. On va prendre, moi et Philippe, environ 3 questions à la fois. Et ce débat va se porter jusqu'à 20h. À 20h, plus ou moins, on va conclure. Je vais essayer de faire un petit résumé des débats. Et puis, voilà, la soirée sera terminée avec certainement des nouvelles questions et des nouveaux débats. Alors, pour démarrer, j'aimerais accueillir notre première stand-upeuse, qui est Fanny Benedetti. Donc, Fanny Benedetti, ancienne directrice exécutive du comité ONU Femmes France, aussi membre du ministre. Elle est responsable en fait des questions de genre et de la jeunesse au ministère de l'égalité et des affaires étrangères, excuse-moi. Et va donc être notre première stand-upeuse et sera suivie par Véronique Andrieux. Fanny, le stage est à toi. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Donc, je ne suis pas habituée à être stand-upeuse, mais je vais faire de mon mieux pour vous ce soir. Donc voilà, je suis très, très contente et vraiment ravie d'être là parce que c'est une thématique qui m'importe énormément. Au sujet de laquelle j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses à dire. Alors, je ne sais pas si ça va sortir dans l'ordre et je vais essayer en tout cas de vous faire part de mon point de vue, en tout cas de quelques réflexions, encore une fois personnelles, sur la base de mon expérience. Donc voilà, pourquoi je suis là. D'abord, je pense au titre un peu de mon passé humanitaire, puisque j'ai travaillé pour des organisations, des agences humanitaires, notamment le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, au titre aussi de mes attributions actuelles et comme le disait Michel, de mon expérience sur les questions de genre, d'égalité entre les femmes et les hommes, qui sont un peu le fil conducteur de mon expérience professionnelle. Voilà. Donc il y a 20 ans, je voulais commencer par un petit exemple, d'où je me tiens, d'où je pars sur cette question-là. Donc il y a 20 ans, j'étais administratrice au HCR, justement, sur les questions de protection internationale des réfugiés, rattachée auprès de la haute fonctionnaire sur l'égalité auprès du haut commissaire aux réfugiés. Et c'est à peu près à ce moment-là, juste quelques années plus tard, je suis rentrée en 98 et donc c'est produit, je crois, en 2001, éclate le scandale Food for Sex. Donc c'était, je crois, en 2001. Donc voilà, un scandale qui impliquait 40 agences humanitaires, 70 personnels, des enfants, des camps de réfugiés qui étaient administrés par le HCR et par Save the Children
au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. Donc, énorme tollé, évidemment. C'est un scandale qui, dans mes souvenirs, encore une fois, a présenté l'avantage d'être révélé, je dirais, et publiquement, assez vite, même si on avait cet écueil qui reste un écueil, je pense, dans toutes ces situations, qui ne se basait entre guillemets, que sur des allégations, bien sûr. Des allégations nombreuses, principalement de jeunes filles mineures. Et le rapport interne disait à l'époque, dans les 3 pays, les services rendus aux réfugiés étaient utilisés comme instrument d'exploitation. Le rapport a été rapidement rendu public, même si, comme je vous le disais, la vérification des faits de manière scientifique et judiciaire n'était pas possible. Et cela a été un constat et reconnu dès le départ comme un point de départ. Mais, comme je vous le disais, il y avait un faisceau d'indices très important. Et dans mes souvenirs, la réponse a été vraiment quasi immédiate. Il y a eu vraiment une mobilisation interagence qui a eu lieu vraiment immédiatement, avec un travail, donc, comme je disais, avec l'ensemble des agences pour une réponse par la création d'un cadre de prévention et de réponse à ce type de violence, qui s'est donc déployé très rapidement. Il y a eu à l'époque beaucoup de voix dissonantes sur cette réaction, sur la façon qu'avait eu le HCR notamment de réagir à cela. Il y a eu un questionnement important sur la véracité, la question de la véracité des allégations. Également sur le risque réputationnel qui était créé, qui était important et qui risquait le risque de backlash, c'est-à-dire de décrédibiliser l'ensemble du système onusien par des faits qui restaient tout de même, isolés, en quelque sorte, qui n'étaient pas représentatifs, bien sûr, de l'action humanitaire des agences concernées dans la globalité. Voilà. Donc, je vais rapidement, je ne sais pas trop si j'ai encore un peu de temps, mais je voulais aborder, je n'ai pas trop regardé là. Donc, le questionnement, en fait, je pense que dans ce débat, bon, les quelques points de questionnement, ça va être, je pense, l'ampleur du phénomène, un peu, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est nouveau ? Bon, la réponse pour moi, clairement, c'est non, c'est pas du tout nouveau. Voilà, il y a 20 ans d'illustrations et d'exemples, principalement illustrés quand même dans le contexte du maintien de la paix. Là, j'ai mentionné ce scandale très important, mais qui était un scandale du monde humanitaire. Mais la prévalence est plus connue dans le contexte, bien sûr, du maintien de la paix, où là, les exemples, malheureusement, sont assez innombrables. Donc pas vraiment, 20 ans d'historique bien renseigné. En même temps, je mets le contexte des OMP un petit peu en parallèle, puisque ce sont quand même des contextes de crise dans lesquels le monde humanitaire intervient, même si les responsabilités et les acteurs sont bien différents dans leur modalité d'opération. Connu, oui, je pense. Inhérent, alors ça c'est une question, inhérent et prévalent. Quelle est la prévalence ? Et 2 questions, donc, est-ce qu'il n'y a pas un côté inhérent, sans bien sûr justifier quoi que ce soit, mais on est dans des situations donc, avec des rapports de pouvoir très inégaux entre les intervenants extérieurs, les populations les plus vulnérables au monde, l'isolement des personnels externes, et puis pourquoi pas aussi réfléchir, et moi je pense que ça a été pas mal aussi documenté au moment où on a réagi à ce scandale de Sex for Food, ou Food for Sex, je ne sais plus dans quel sens,
l'attractivité finalement de ces conditions-là de vulnérabilité, d'inversion, de rapport de force très très inégalitaires pour un certain nombre de prédateurs sexuels. Du coup, un constat principal, c'est effectivement l'élément historique. Ça est déjà arrivé, et d'ailleurs avec différents types d'ampleurs. D'autres structures ont été affectées. Donc là, on parle surtout des structures et des agences des Nations Unies. Dans ce cas dont je vous parle, il y avait aussi un certain nombre d'ONG, notamment Save the Children, qui était co-administrateur des camps de réfugiés en question, avec le HCR. Tout à fait. Et comment toi, Fanny, du coup, tu as réagi au scandale qui vient de donc se répéter de cet événement qui était un événement d'abord médiatique, très très fort, porté par les médias, de manière assez violente vis-à-vis de certains ONG. Comment toi, qui étais déjà spectateur à un moment donné de ce scandale, tu as vécu cette vague médiatique? Alors, encore une fois, je ne distingue pas peut-être autant les différents acteurs, mais moi, ça me rend malade à chaque fois, en fait. Parce que la répétition est tellement... je parle encore une fois plutôt du secteur des OMP, où on a une répétition presque systématique, je dirais. À chaque OMP, on a un scandale, on a des abus sexuels très graves, des actes barbares. Là, c'est pas exactement la même configuration. Donc là, j'ai pas tellement été surprise en fait, pas du tout. Ça m'a pas vraiment interloquée plus que ça. Après, je pense qu'il y a vraiment une question qui est centrale. Je pense que c'est effectivement de la tentation, cette question que je viens d'évoquer, du risque d'avoir plus peur des conséquences et du coup de mal réagir, d'éviter justement le débat public que nous avons, ce genre de faire en sorte que finalement il y ait une prise de conscience, une acceptation un peu quelque part de l'inhérence de ces contextes et de l'occurrence de ces phénomènes. Il ne faut pas nier. Alors l'ampleur, on ne la connaît pas. Personne ne peut dire combien de cas dans des contextes humanitaires par des travailleurs humanitaires. C'est impossible, incalculable. Donc on ne sait pas la prévalence, mais on sait que la probabilité est très forte. Donc je pense que c'est de là qu'il faut partir en fait. Et puis après se dire effectivement quelle est la responsabilité du secteur. Donc, quelle est la responsabilité ? Donc, on a vu, les risques doivent être connus. Ils sont inhérents pour moi, ils sont là, ils sont toujours là. Donc, devoir d'exemplarité. Donc, aussi, règles de base, principe je pense que les organisations appliquent de do no harm. Et donc, voilà. Après, les limites à la mise en œuvre de tout ça, donc là, elles sont très nombreuses. Que faire ? À quel niveau ? Donc, moi, mon expérience, justement, sur ce point-là, c'est qu'il y a eu énormément d'efforts à visée préventive et de sensibilisation. Donc là, je pense que c'est bien balisé. Il y a des cadres d'intervention, de prévention, de sensibilisation à la problématique. Mais après, jusqu'où on en fait vraiment, comment dire, d'abord un code de conduite. Est-ce que le code de conduite est contractuel ou pas ? Donc ça, c'est une question. Moi, je ne connais pas assez c'est des questions que je pose aussi parce que je ne sais pas. Est-ce qu'un agent, qu'il soit contractuel, qu'il soit national ou international, s'engage contractuellement sur un code de conduite ? Je ne sais pas. Voilà. Pour moi, ça relève aussi de la capacité à suivre les engagements qu'on prend. Donc ça, c'est un autre sujet. Une fois qu'on a signé ces engagements contractuels, qui les suit, comment, par qui ? Et puis, il y a la question aussi,
comment dire, de mécanisme pas de dénonciation, mais d'alerte du mécanisme. C'est-à-dire qu'il y a un autre exemple que je n'ai pas cité quand j'étais justement au HCR, j'avais été déployée, mais je pense que ce sont des exemples que tous les gens dans le secteur ont vécu. Je ne peux pas croire que ce ne soit pas le cas, où on se rend compte a posteriori, moi c'était le cas, a posteriori, qu'on a été dans une situation aux côtés, dans mon cas, d'un manager qui était pédophile, qui donc abusait d'enfants. Mais quels sont les mécanismes d'alerte? Est-ce que c'est très clair ce qu'on doit faire? Et est-ce qu'on a aussi les signes pour détecter? Dans mon cas, pas du tout. Je voyais ce monsieur avec des enfants. Bon, voilà, je ne savais pas que ça, c'était un signe au départ, que peut-être c'était pas normal qu'il traînait avec des enfants. Voilà. Après, il a été donc démis de ses fonctions, renvoyé chez lui. C'est tout. Donc voilà. C'est tout, peut-être. C'est déjà pas mal. Merci Fanny. Merci. Bon, je me tiens à votre disposition Voilà. pour des questions. On va ouvrir le débat. Et d'ailleurs, ça fait une excellente introduction pour notre prochaine stand-upeuse, donc Véronique Landrieux, qui est la directrice générale d'Action contre la faim, et qui pourra donc nous dire, d'un point de vue d'un leader d'une organisation humanitaire, en fait, comment ça a été vécu et comment, par contre, ça fonctionne en termes de mesures. Véronique? Alors bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être là. Merci à l'IRIS et à Michele de m'avoir invité. Je suis ravie de partager cette session avec Fanny. Donc moi je vais faire un peu la liaison avec là où Fanny a laissé sa présentation. Moi je vais plutôt parler de la crise actuelle qui effectivement, comme bien dit Fanny, il n'y a rien de nouveau. Ça fait 15 ans, 20 ans, plus que des questions de... Alors, je suis désolée pour les sigles et je suis désolée pour les anglicismes, vous me pardonnez, mais que des questions de abus, harcèlement, exploitation sexuelle, sévices dans les différents scénarios et locus des interventions des travailleurs humanitaires. Donc, ce n'est pas nouveau. Par contre, cette crise me semble relativement différente de crises passées. Pourquoi ? Parce que la société change, elle se transforme et actuellement, c'est une crise qui a frappé, peut-être pas par hasard, au moment où on est en pleine crise MeToo, en pleine affaire Weinstein, et qui a donc dérivé sur le Aid2, et donc vraiment tout un mouvement sociétal de très grande ampleur qui dit « basta », qui dit « on ne tolère plus ce type de phénomène ». Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, ça veut dire que le regard et la posture par rapport à ces cas changent radicalement. Sociétalement, ce n'est plus admissible, ce n'est plus acceptable. Et ça, c'est, je pense, quelque chose d'assez important. Après, il y a un deuxième élément qui, de mon point de vue, joue toujours sur cette crise, qui est un agenda anti-aide assez profond. Peut-être pas très ressenti en France. Je suis arrivée récemment, il y a 2 ans, donc je ne peux pas avoir un historique français très profond. Vous m'excusez, mais certains d'entre vous, je suis sûre, l'ont. En tout cas, en Grande-Bretagne, par exemple, l'agenda politique, idéologique, anti-aide est extrêmement prononcé. Ce sont ces acteurs qui, en fait, se saisissent de la mèche allumée pour la faire monter en puissance et créer un scandale d'une ampleur quand même extrêmement violente et qui se servent de ça pour mettre un doigt accusateur sur l'ensemble des secteurs en jouant de l'amalgame et en créant, en fait, en rajoutant, si vous voulez, un œil accusateur anti-aide contre le 07 contre le 07 pour l'APD, et qui utilisent aussi, par exemple, des arguments, ce sont les mêmes qui disent que l'aide n'arrive pas aux bénéficiaires, que de toute façon, il y a du détournement massif d'aide, etc. Donc ça fait partie aussi de tout un agenda idéologique qui, en fait, remet en question la valeur sociale des travailleurs humanitaires et de l'action humanitaire en tant que telle, qui considère qu'en fait, n'a pas nécessairement sa place dans la transformation d'une société ou dans, disons, ce que nous, on considère notre mandat, qui est de sauver et protéger et transformer des vies.
Donc ça, je pense que c'est un peu un toile de fond. Je ne veux pas partir trop loin, mais quand même, je pense que ce n'est pas anecdotique que cette crise frappe maintenant et avec cette profondeur. Un autre élément, c'est qu'effectivement, je tiens à le souligner, puisque je peux en parler, c'est que je ne pense pas que ce soit le fait d'une organisation particulière ou d'une mission de paix ou de stabilisation particulière ou d'un travailleur humanitaire en particulier. C'est vraiment une crise systémique qui atteint l'ensemble du secteur. Et ça, c'est important, parce que les bailleurs aussi sont aussi, ça les concerne autant que n'importe quel autre travailleur, quel autre acteur humanitaire. Troisième élément, je pense que c'est bien, en fait, et je salue cette initiative de l'IRIS, d'en parler à un moment où on n'est plus dans la phase un peu hystérisante de la crise, mais plutôt dans un moment où on commence déjà à réfléchir, à adresser des réponses collectives et systémiques à ce qui est en train de se passer. Il faut vraiment adresser je pense, cette crise avec déjà une conscience et une connaissance fine de sa complexité, une approche sereine, nuancée et avec maturité. Je pense que c'est important d'adresser ça de cette façon. Du coup, ne pas être dans le réactif. Ah, il y a une crise, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, rappelez que les ONG, alors là, je parle pour ACF, mais je n'ai pas mes lunettes, il y a toutes les ONG françaises, je pense, dans la salle. Enfin, toutes les ONG, depuis 15 ans, travaillent à mettre en place les politiques, les pratiques, les mécanismes pour prévenir, traiter et adresser ça. Alors, Fanny a fait référence aux enjeux, à la complexité de appliquer certaines de ces procédures, et j'y reviendrai. Du coup, je pense que c'est vraiment une crise que moi j'ai vécue de façon douloureuse. Je trouve que ça a été une crise pour beaucoup d'entre nous. J'ai eu l'occasion d'échanger avec différents directeurs généraux, différents travailleurs humanitaires qui ont tous été très secoués parce que c'est vraiment, c'est une crise aiguë qui nous atteint dans le plus profond de nous-mêmes, dans notre colonne vertébrale, c'est-à-dire c'est une crise de valeurs. Et quand on pense que les ONG, là je ne parle pas des agences des Nations Unies, je ne parle pas du CICR, IFRC, etc. Je parle des ONG. Les ONG, nous sommes donné le mandat humanitaire. Nous sommes self-mandated. On n'a pas, un cadre comme la Croix-Rouge ou autre. Et notre mandat est basé sur des valeurs et est basé sur un contrat de confiance avec les acteurs des sociétés où nous opérons par rapport à rendre viable ce mandat humanitaire. D'accord ? Donc je pense que pour moi ça a été c'est toujours quelque chose de douloureux à ce niveau-là. En même temps, c'est très responsabilisant. Et je pense qu'il y a une véritable opportunité de saisir cette crise et d'en faire le maximum. Et les ONG sont déjà en train de travailler dessus. Il y a une conférence la semaine dernière à Genève. Il y a différents dialogues qui sont en cours pour une réelle prise de conscience, qui était déjà le cas, puisque, comme je vous dis, ça fait 15 ans qu'on travaille dessus. Mais une réelle prise de conscience de dire comment on peut saisir cette crise pour en faire une opportunité et quelque chose qui ne soit pas lié au momentum de la crise, mais à un traitement de long terme, quelque chose qui transforme durablement les cultures du secteur et des organisations qui le composent, tant au niveau interne de chacune des organisations qu'au niveau collectif du secteur humanitaire. Donc clairement, il y a un regard critique porté sur soi-même par rapport à cette exigence en fait d'intégrité et de responsabilité et de redevabilité. Et là, je marquerai peut-être deux éléments. Un premier élément, c'est que cette crise et les plans d'action qui vont suivre dans la plupart des organisations ne doivent pas être réduits à une approche, de conformité par rapport aux normes et aux standards, ou bien à un traitement RH, ressources humaines, de ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Pareil, comme l'a dit Fanny, il s'agit vraiment d'adresser
des relations de pouvoir profondément asymétriques et de l'aborder depuis un angle d'égalité de genre, d'équité de genre. C'est absolument important. L'agenda gender est absolument crucial et c'est de ça que doit émaner tout le reste. Donc transformer les relations asymétriques de pouvoir et agir dessus. Et ça, souvent, c'est lié, au-delà des plans d'action, c'est lié à une culture de tolérance zéro. Vous avez, je pense, lu et relu et entendu tolérance zéro. Il ne faut pas que ce message soit, vidé de son sens parce que trop galvaudé. C'est important de comprendre ce que ça veut dire. Nous voulons que nos staffs, dans le cas d'ACF France, c'est 4300 personnes sur 27 pays, nous voulons que chacun et chacune sache qu'il y a des mécanismes d'alerte, qu'ils peuvent les saisir en toute protection et confidentialité, que ça fonctionne parce qu'il se passe quelque chose derrière, il y a une investigation qui est faite, et, le cas échéant, on peut licencier si avéré. Donc c'est vraiment important en termes de contenu du tolérance zéro. Et ça doit partir non seulement du top management avec un rôle modèle ou une exemplarité qui évidemment est importante, mais ça doit être quelque chose qui imprègne l'ensemble des équipes. Et ça, c'est assez essentiel et ça me fait faire le lien avec les enjeux. Tu permets parce que tu es timekeeper et je suis sûre que tu vas me dire que ça ne va pas. Bon. Je voudrais mentionner 5 enjeux importants de mon point de vue et à discuter avec vous. Le premier qui fait le lien justement avec ce changement de culture, mais qui est en fait une réaffirmation de nos valeurs et de notre mandat de sauver, protéger et transformer des vies. Ce changement culturel, il ne se fera pas sans l'ensemble de nos staffs. Aujourd'hui, par exemple, chez ACF, plus de 90% de nos staffs sont des staffs nationaux. Ils sont basés sur 27 pays différents, 23 pays où il y a des missions opérationnelles et d'autres pays où, par exemple la France, nous avons un siège, Belgique, Suisse, etc. Donc nous avons, la responsabilité est d'atteindre toutes et chacune de ces personnes parce que ce type de cas peuvent se présenter n'importe où, que ce soit au siège, que ce soit sur une base très remote au fin fond de la République centrafricaine. Ça peut être un gardien, un chauffeur, quiconque qui présencie ça, qui peut être donc témoin ou victime. Et donc ça doit vraiment imprégner l'ensemble des équipes. Un plan d'action, une policy ou une procédure définie dans un siège et juste parachutée top-down vers les équipes, ça ne suffit pas. Il faut vraiment faire de la sensibilisation de façon très, très large. Donc voilà, le côté inclusif, le côté participatif, bottom-up de cette réaffirmation des valeurs et du mandat et de la culture, c'est très important. Et ça inclut les partenaires locaux dans un contexte de localisation de l'aide. Et ça, c'est vraiment un enjeu important parce que ça veut dire... Alors, je prends ACF réseau maintenant. Le réseau ACF international, c'est 50 pays. 50 cultures différentes, peut-être, mais en tout cas, une culture secteur, une culture organisationnelle qui doit nous lier. Et c'est cet élément commun qui doit faire le lien entre nos équipes. Donc, changement de culture organisationnelle, c'est le premier enjeu que je vois et pas évident. Le deuxième, et là aussi, ça rejoint ce que disait Fanny, c'est nous avons le défi d'agir sur la totalité du problème. Et aujourd'hui, même si on agit sur chacun des cas qui sont remontés ou qui sont reportés, ça reste pas la totalité du problème, mais juste une petite partie du problème. Parce qu'aujourd'hui encore, et ça ce n'est pas seulement le cas pour notre secteur, c'est le cas pour toutes nos sociétés, la société française, toutes nos sociétés, la remontée des cas, les alertes sont un pourcentage de 15% max des cas réellement existants. Du coup, comment faire qu'il existe ce safe space, ces espaces où vraiment on réussit à ce que les remontées soient celles qui correspondent à la réalité et que du coup on puisse agir et traiter la globalité du problème et non pas une partie du problème. Véronique.
Là, oui, non? Ok, très bien. Mais je peux donner peut-être juste les titres? Si, oui. Ok. Le troisième élément, c'est l'approche collaborative au sein du secteur, en incluant les bailleurs, pour apporter des solutions globales. Il est beaucoup question récemment du passeport humanitaire. Comment faire? Bon, du coup, c'est un enjeu qui lie aussi avec un dialogue plus robuste et plus avec de la maturité et de la co-responsabilité avec les bailleurs, puisque tout ça, tous ces plans d'action, je pourrais vous en parler tout à l'heure si vous le souhaitez, coûtent cher. Est-ce que les bailleurs vont utiliser ça comme une conditionnalité de plus, ou est-ce que les bailleurs vont être co-responsables et vont être des vrais partenaires sur cet agenda transformatif? Et mon dernier point, c'est d'adresser les dilemmes. Il y a plusieurs dilemmes qui font évidemment écho au miroir à la complexité de la problématique et de la mise en œuvre de ces différents éléments. Par exemple, vie privée versus vie professionnelle. Quand? Comment? Pour répondre à Fanny, effectivement, chaque employé signe un code de conduite. Or, si on est staff national, ce code de conduite vaut pour la vie professionnelle. Or, si on est staff international, ce code de conduite vaut pour la vie professionnelle et vie privée. Donc il y a des différences. Et tout ça, c'est des nuances. Voilà, c'est très... Il faut décortiquer tout ça. Donc c'est un exemple de dilemme. Un autre exemple de dilemme, et je m'arrête là, c'est juste pour donner des exemples, c'est la question de comment compatibiliser des injonctions contradictoires. Par exemple, la protection des données personnelles. C'est une obligation légale pour des organisations comme la nôtre. En même temps, comment utiliser de ça, comment compatibiliser ça avec un référencement, par exemple, de certains staffs qui sont passés chez nous ou ailleurs. Et évidemment, la blacklist a été effleurée comme une option et très vite écartée en raison de ça. Donc c'est deux exemples de dilemmes. Merci beaucoup, Véronique. Merci. Philippe, alors un petit résumé pour soutenir un peu ce qu'on vient d'entendre. Pas un résumé, parce que je crois qu'elles ont toutes les deux très largement déjà dit beaucoup de choses et qui, je crois, pose tout à fait excellemment toutes les grandes problématiques. Moi, je suis très heureux, effectivement, je remercie l'IRIS. On avait parlé, Michel et moi, donc pour l'organisation de cette soirée, parce que, et comme l'a dit Véronique, elle vient à un bon moment, c'est-à-dire un moment où l'hystérisation propre, il y a... aujourd'hui, on dit qu'il y a le buzz, il y a pratiquement un tribunal du buzz aujourd'hui. Donc, quand il y a effectivement chose qui éclate, comme ça a été le cas pour ce qu'on appelle, entre guillemets, le scandale Oxfam maintenant. Et donc, je crois que c'est bien de prendre le temps de la réflexion, de laisser un peu retomber ça, et pour pouvoir aborder les questions sur le fond, comme vous l'avez abordé toutes les deux. Je crois que vous avez tout à fait posé cela. J'ai peu de choses à ajouter, sinon que je crois que, comme vous l'avez dit toutes les deux, on est à un moment différent, et effectivement, l'affaire Weinstein, MeToo, et témoigne de cela, donc il y a un avant et un après. Et on est dans l'après, et dans cet après, c'est aussi la question de la libération de la parole et des mécanismes d'alerte, comme vous l'avez dit toutes les deux, et donc ça existe, et vous l'avez très bien dit, il y a une réflexion à avoir sur est-ce que c'est suffisant, est-ce que ça fonctionne bien. La directrice de la conformité, de la compliance d'Oxfam a démissionné. Elle avait démissionné en fait avant l'affaire, mais elle a parlé aux médias après l'éclatement de l'affaire pour dire qu'on n'avait pas suivi un certain nombre de ses recommandations et qu'elle estimait qu'il y avait en quelque sorte dans l'organisation trop de blocage. Donc je crois que ça mérite d'être posé, et aussi de bien voir les questions comme elles se posent. Je disais tout à l'heure à Fanny et à Michel, quand on s'est vu avec Véronique pour préparer, et avec Frédéric, moi, il se trouve qu'hier, je suis également juriste, j'étais à une conférence organisée par l'Ordre des avocats de Paris sur les questions de transparence, sur les questions de secret. Et il y a deux choses qui m'ont frappé. D'une part, c'est que contrairement à ce qui se passe dans le milieu des ONG ou dans le milieu humanitaire au sens large, on
dans un certain nombre de structures aujourd'hui, on est pour le secret pour soi et pour la transparence chez les autres. Or, ça, aujourd'hui, c'est terminé, en fait. Il faut trouver de nouvelles formes d'équilibre. L'autre élément, c'est qu'il faut bien voir, il ne faut pas se tromper sur l'analyse des événements. Je crois que vous l'avez dit très bien, toutes les deux. Je citerai peut-être tout à l'heure quelque chose là-dessus, de cette conférence d'hier soir qui m'a frappé, mais on verra ça dans le débat. Il y a un élément que vous avez tout à fait, que tu as cité, que je compléterai peut-être, sur Oxfam. Ce n'est pas n'importe quel type d'organisation, en Grande-Bretagne particulièrement. Elle a toujours été politiquement relativement marquée à gauche, du côté des travaillistes, et elle s'en est jamais cachée. Donc cette dimension-là joue aussi. Et je rappelle simplement qu'un mois avant, Oxfam a fait le buzz sur toute autre chose. Oxfam a fait le buzz avec un rapport sur les inégalités dans le monde qui est sorti au moment du forum de Davos. Et donc elle est très engagée sur ce plan-là. Et donc évidemment, la dimension politique n'est pas à négliger de ce point de vue. Il est tout à fait normal et logique que dans le débat et que dans une démocratie, ceux qui apprécient peu les positions prises par Oxfam en profitent pour s'en servir. De la même manière, il n'est pas totalement étonnant, sans vouloir attaquer bien en tête les médias, que, et là aussi, au-delà des phénomènes de buzz, toutes les enquêtes d'opinion montrent que les journalistes ont une moins bonne notoriété ou moins de bonne cote dans les opinions publiques que les humanitaires. Donc il y a une forme de humanitarian bashing, d'ONG bashing, sur laquelle, à mon sens, il faut à la fois prendre en compte et ne pas tomber. Mais en même temps, il ne faut ni minimiser, ni généraliser, et prendre effectivement la dimension de ce qui se passe. Et je crois que vous l'avez dit. Moi, j'étais très frappé par ce que je disais, parce que c'est quelque chose qu'on a un peu vécu à un certain nombre d'entre nous, mais sans le conceptualiser. Ce qu'a dit Fanny sur le fait qu'il y a des structures, comme peuvent l'être les organisations humanitaires, qui peuvent attirer des prédateurs parce que elles vont être sur le terrain ou elles vont être en contact avec des populations vulnérables. Et ça, c'est quelque chose dont on a conscience, mais peut-être qu'on ne conceptualise pas suffisamment. Moi aussi, Fanny racontait une expérience. Moi, j'ai une expérience tout à fait personnelle aussi là-dessus, il y a un certain nombre d'années, avec une organisation humanitaire, comme m'avait demandé de faire une évaluation. Et j'ai aussi été un peu surpris du comportement qu'avait un membre du personnel avec des enfants. Et je ne savais pas très bien comment faire. Je l'ai signalé à la direction. J'avais aucun élément précis. En plus, je suis juriste, donc il y a des problèmes évidemment de preuve. Mais je l'ai signalé à la direction de cette ONG que je ne signalais pas, en disant qu'il y avait quelque chose qui me paraissait un peu curieux. Il est parti quelques mois après, j'en ignore les raisons, mais effectivement, on a été confronté, j'ai d'autres exemples là-dessus. Sur les questions je crois que vous l'avez très bien dit, de risque réputationnel et finalement, ce qui fait aussi un élément pour une organisation humanitaire, c'est les valeurs, comme tu l'as dit, mais c'est aussi, parce caché derrière son petit doigt, la marque. Et donc, c'est un élément de réputation, et donc il y a toujours la crainte qu'on porte atteinte à la notoriété, qu'on va décourager les donateurs. On a connu exactement le même problème il y a un certain nombre d'années. Je l'ai vécu personnellement, avec Michel, on l'avait vécu d'ailleurs ensemble, et dans d'autres organisations également. C'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a des détournements et des vols sur le terrain, de détournement de fonds? Est-ce que, bien entendu, on prend des mesures contre les staffs qui en sont responsables, mais est-ce qu'on communique là-dessus? Moi, personnellement, j'ai toujours considéré qu'il fallait informer effectivement les donateurs, même si les donateurs pouvaient ensuite écrire en disant « Je vous ai donné de l'argent et finalement il a été volé parce que vous ne faites pas attention. Et c'est pas pour ça que je vous ai donné de l'argent. » Et donc on a le même type de problème, et je pense qu'il faut trouver un équilibre entre le risque réputationnel et la transparence. Ce n'est pas des équilibres faciles, et on est dans un monde où ces équilibres sont tout à fait en train de changer aujourd'hui. Et puis, la crise systémique, je crois que tu as tout à fait raison, et vous avez tout à fait raison, je termine là-dessus. Donc il faut qu'on aborde les questions,
Il y a déjà toute une série de mécanismes et il est probable qu'il va falloir en imaginer d'autres, trouver de nouvelles formules et compte tenu des particularités propres au monde de l'aide et comme vous l'avez dit toutes les deux par rapport au mandat qui est celui des organisations, quelles qu'elles soient non gouvernementales, qu'elles soient du mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge, qu'elles soient des agences des Nations Unies, compte tenu de ce mandat, compte tenu de ce pourquoi elles sont là, le niveau d'exigence, il est extrêmement élevé et il est probablement de plus en plus élevé. Et en même temps, il ne faut pas tomber dans une espèce d'enfermement complet qui aboutirait ensuite à soit ne plus pouvoir rien faire, soit à être effectivement soupçonneux ou méfiant de façon générale. Donc l'équilibre n'est pas facile à trouver. Et il est là, on est là, et vous êtes là pour, je pense, en débattre aussi avec nous. Il faut trouver de nouveaux équilibres, avoir de l'imagination là-dessus, mais le niveau d'exigence, il est aujourd'hui incontestablement beaucoup plus élevé qu'il ne l'était il y a quelques années, et des choses qu'on aurait pu tolérer, et qu'on ne devait déjà pas tolérer, de toute façon, vous l'avez très bien dit toutes les deux, aujourd'hui, de toute façon, il est hors de question de tolérer. Mais une fois qu'on a dit tolérance zéro, et je terminerai juste là-dessus, en remettant une seconde ma casquette de juriste. Une fois qu'on a dit ça, on a raison de le dire, et en même temps, on se heurte, comme tu l'as dit, comme l'a dit Fanny, à des problèmes de preuve. Et juste un tout petit exemple, on a fait une petite recherche au cabinet avant la séance d'aujourd'hui, pour voir quel était l'état de la jurisprudence française sur vous avez quelqu'un que vous avez licencié pour un fait de cette nature et vous lui délivrez un certificat de travail où il n'y a évidemment rien de marqué parce que la loi française impose de ne rien marquer et vous avez un coup de téléphone d'une autre organisation. Qu'est-ce que vous avez le droit de dire? Si on applique la jurisprudence de la Cour de cassation française, à rien. Vous n'avez rien le droit de dire parce que c'est la vie privée de votre ex-employé. Vous ne pouvez pas dire les raisons, les motifs de son licenciement. Et si vous le dites, parce que Philippe, il arrive qu'on dit, je termine là-dessus, si vous le dites et qu'il l'apprend et qu'il en a la preuve, vous serez condamné devant les tribunaux. merci Philippe. L'équilibre n'est pas facile. Toujours un grand orateur. Mais je voudrais surtout donner la parole à notre contradicteur. On a invité Frédéric Thomas, qui s'est prêté à l'exercice un peu... l'idée ici, c'est de créer véritablement un espace où le débat est ouvert, où la critique est ouverte. Et c'est dans cet élan que je laisse la parole à toi, Frédéric. Oui, bonsoir, merci. Donc moi, je suis chercheur au CETRI. Auparavant, j'étais chargé de projet Haïti pour une ONG de développement belge, avant, pendant et après le séisme. Alors en effet, on est face à un débat complexe, délicat, instrumentalisé, c'est évident, vis-à-vis d'Oxfam qui avait sorti un rapport sur les inégalités qui est l'une des cibles des conservateurs britanniques. On est aussi dans un débat faussé. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller dans le sens de ce qui a été dit, mais aussi de déplacer le regard. Parce qu'à mon sens, ce que révèle le scandale d'Oxfam, c'est pas une question, pas avant tout une question de ressources humaines, pas une question de morale, pas une question de sexe, mais une question de pouvoir et d'inégalité. Le scandale Oxfam, c'est le révélateur d'un fonctionnement. Dans le fonctionnement, on sait très bien qu'on se face dans des situations, des pays, dans des crises multiples, dans lesquelles les mécanismes de protection des enfants sont faibles ou inexistants, face à des asymétries de pouvoir exacerbées et dans des inégalités multiples, en termes de genre, rapports sociaux de genre, de classe et ethnique. Donc tant que vous avez ça, vous avez un terrain propice à ce genre d'abus de harcèlement. Or, donc on est bien dans un mécanisme inhérent pour moi, prévalent, historique. Alors on a parlé des toiles de fond, en effet, de la critique de l'aide, de MeToo, mais il y en a une autre, c'est aussi l'échec des réponses humanitaires par rapport à ces abus, ces questions de pouvoir. Parce que la tolérance zéro, c'est le discours de Kofi Annan en 2003 par rapport à Food for Sex. Depuis lors, l'ONU fait des évaluations chaque année, où chaque année, on est face à l'échec au moins partiel des tentatives de réponse. Donc vous êtes par rapport à une question de pratique, de relations de pouvoir, que tant qu'on n'y touchera pas,
Vous êtes confronté, vous êtes condamné à la répétition de ces mécanismes. Or, j'ajoute un bémol à cette crise systémique dont on parle. La crise systémique, ça fait 15 ans, 20 ans qu'elle est là. Ce n'est pas avec des codes de bonne conduite, ce n'est pas avec des plans d'action uniquement moraux qu'on va résoudre cela. Et ce sur quoi on bute, c'est sur la capacité, sur la volonté des humanitaires à pouvoir réellement résoudre ce problème. Parce que ce problème, on est là, et c'est là où je parle d'un débat faussé, c'est que finalement, c'est les humanitaires qui s'autocritiquent, qui cherchent eux-mêmes une solution. Mais on ne regarde pas ailleurs, parce que certes, il y a une instrumentalisation du côté de la droite anglaise, mais finalement, on n'a jamais parlé, ou on n'a jamais donné la parole aux Haïtiens eux-mêmes. La question de la bienveillance, de la dignité des Haïtiens confrontés à ce scandale, à ma connaissance, il n'y a aucun journal français qui en a parlé. Donc eux ont des prises de position. Et leur regard qu'ils portent sur ces pratiques, sur ce scandale, est autrement intéressant et apporte d'autres pistes de solutions que celles par rapport aux humanitaires. Donc il ne faut pas faire un faux procès aux humanitaires. Évidemment qu'il y a des prédateurs et que c'est difficile de les contrôler. C'est qu'il y a une véritable enjeu, volonté, conscience, au moins platonique, volonté des humanitaires de corriger cela. Mais de là à corriger des pratiques, à renverser, à faire des transferts de pouvoir, de moyens qui rendent possible la fin de cette impunité, la fin de ces abus, de ces harcèlements, c'est autrement problématique. Et ce à quoi on est confronté, c'est depuis 15-20 ans, c'est cela, c'est ce décalage complet entre la conscience d'actes qu'on sait récurrents et la réponse pratique qui est faite par rapport à ces actes. Et donc c'est par rapport à cette contradiction-là qu'on est. Alors crise systémique, oui, mais tant qu'on ne touche pas à ces pratiques-là, tant qu'on ne casse pas ces relations de pouvoir, ces relations d'inégalité, qu'on ne casse pas la culture d'impunité, qu'on ne permet pas aux humanitaires de s'autoréguler, mais aux bénéficiaires, entre guillemets, de contrôler l'aide humanitaire, les bénéficiaires, les organisations, y compris les États hôtes, on est condamné à la répétition de ce type de problème. Je vous remercie. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Mais voilà un débat qui est fort intéressant. Et vous alors? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ces débats vous inspirent? Ça m'inspire en fait, finalement beaucoup de choses. Premièrement, d'abord, je ne travaille pas dans l'humanitaire directement. Je travaille dans des sociétés privées, de logiciels internationales. Tout ce qui vient d'être dit a donc des particularités propres à l'humanitaire et en même temps des similitudes avec ce qui se passe dans des sociétés tout à fait traditionnelles. Donc, sur la dernière intervention, en fait, je pense que oui, c'est un fait. Le rapport de pouvoir est un élément fondamental. Mais c'est insuffisant pour aussi expliquer le problème. Il y a quelque chose qui existe dans les sociétés privées qui s'appelle le whistleblowing. Comment peut-on mettre un whistleblowing dans l'humanitaire? Deuxième question que je poserai, c'est par rapport à ce que vous avez remonté comme exemple. On parle de grosses ONG. C'est-à-dire des ONG qui ont des moyens, des structures, des processus, des gens qui peuvent faire du contrôle. Mais qu'en est-il pour les petites ONG ? Pour la multiplicité des petites ONG. Je pose la question avec juste un exemple. J'ai participé à des opérations à Tombouctou, au Mali, avant qu'il y ait les problèmes que l'on connaît. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais choqué par le fait qu'il y avait plus de 120 ONG locales. Si on enlève les grandes ONG, il en restait encore 90 qui étaient des petites. Donc peut-être qu'on peut traiter dans les 30 majeures, mais ça laisse le problème potentiel dans les 90 petites. Et le problème, dans les 90 petites, il existe, pour l'avoir vécu, avec des gens qui ont leur propension. Ce ne sont pas forcément des prédateurs tels qu'on les nomme maintenant. Ce sont des gens qui vont vouloir faire des opérations, mais qui vont là-bas et qui ont leur pulsion personnelle, et pas nécessairement des hommes d'ailleurs, en l'occurrence. Merci. Voilà. D'autres interventions, on va prendre 2-3. Oui, bonsoir. Présentez-vous aussi. Charles-Emmanuel Ballanger, directeur de l'ONG Aider Action. À l'écoute de ce que disaient Fanny et Véronique, il y a 3 questions qui me semblent sur lesquelles on doit réfléchir l'ensemble du secteur pour essayer d'adresser la question et justement, comme le disait tout à l'heure Frédéric, d'éviter que on soit dans un fonctionnement systémique auquel on n'arrive pas à trouver de solution. La première question, c'est comment on forme. Fanny le disait tout à l'heure, comment on repère
J'ai été démuni parce que je n'avais pas de repère, je ne savais pas que ce monsieur qui traînait avec des jeunes, je n'avais pas les éléments qui me permettaient de repérer. Donc aujourd'hui, c'est se poser la question, comment nos équipes, comment les personnes avec lesquelles nous travaillons sur le terrain, on les prépare, on les forme pour qu'elles aient un certain nombre d'éléments de repère, de dysfonctionnements comportementaux. Ça, c'est pour moi la première question à laquelle il faut qu'on puisse travailler et répondre. La deuxième question, c'est comment on prépare. Parce qu'il y a effectivement des questions d'abus et de volonté, de harcèlement, etc. Mais il y a aussi, parce qu'il y a cette question de pouvoir et de représentation du pays développé, du blanc qui arrive, qui a de l'argent, quel que soit l'endroit où on aille. On y a tous été confrontés, en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, en Afrique, etc., où des jeunes gens, des jeunes femmes vont venir voir à la sortie des hôtels les personnes pour proposer leurs services. Parce qu'elles sont dans la misère, parce qu'elles ont un enfant à nourrir et qu'elles vont... moi, je me suis beaucoup déplacé sur le terrain. Dire qu'on n'y a pas été confronté, c'est faux. On a tous été confrontés à quelqu'un qui est venu nous voir en disant « Patron, voilà, c'est l'amour qui passe, hein, c'est la fameuse petite histoire qui circule. » Donc, comment on prépare aujourd'hui les personnes qui vont aller sur le terrain à cet aspect-là, pour être en mesure de l'avoir d'abord identifié et de pouvoir refuser, de pouvoir traiter la question d'une autre manière que de se laisser embarquer dans l'histoire. La troisième question, et je vais arrêter là, c'est comment on intervient. Mon voisin parlait tout à l'heure de mécanismes d'alerte. Aujourd'hui, mais quels sont les mécanismes d'alerte qui peuvent être mis en place, qui sont déjà mis en place? Je prends l'exemple de notre ONG, on a une charte éthique qui a été mise en place il y a une dizaine d'années, avec un certain nombre de points, qui repèrent justement ces questions de pouvoir. Mais une fois qu'on a fait cette charte et qu'on l'a écrite et qu'on l'a partagée avec tout le staff, comme le disait tout à l'heure Véronique, c'est comment le staff se l'approprie et comment on la met en œuvre et on la vit au quotidien. Ça, c'est le premier point. Et puis, une fois qu'on a alerté, c'est comment on traite. Hein, toujours dans cette intervention. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette question vie privée, par exemple, vie privée, vie professionnelle? Quand quelqu'un qui intervient... moi, j'ai une salariée qui m'a dit « mais j'étais embêté parce qu'il y a un de nos partenaires français qui était avec moi sur le terrain. À la fin de la journée, à la fin de notre mission, il reçoit des jeunes filles à l'hôtel. » J'ai pas su comment réagir, mais voilà. Donc c'est à la fois comment former les staffs pour qu'ils puissent être en mesure de réagir et d'aller voir le partenaire en disant « tu fais pas partie de mon ONG, mais nous on n'accepte pas ça ». Et puis après comment on intervient pour traiter ces questions-là. Ouais, il me semble que c'est 3 questions qui sont à adresser de manière urgente. Alors on prend une autre question et après on laisse la parole à Fanny et Véronique et Frédéric. Bonsoir, je suis Natalia, je travaille pour Médecins Sans Frontières, je suis une ancienne élève de l'IRIS. Moi, je reviens à quelque chose que Véronique a dit sur nos dilemmes. Moi, je travaille dans l'humanitaire depuis 9 ans maintenant. Et la question du sexe tarifé a été un sujet récurrent de nos dilemmes au sein de l'organisation. Et j'entends les autres personnes qui posent des questions, qui j'ai l'impression travaillent pour des ONG où c'est assez clair, la politique par rapport à la vision que l'organisation a, par rapport à la différenciation entre vie privée et vie professionnelle. Donc je voudrais aussi entendre ce que les deux stand-uppers ont à dire sur ça, parce que Véronique a aussi parlé pas mal d'égalité des genres, et de ces dilemmes vie privée, vie professionnelle, mais où rentre aussi notre vision personnelle de ce qu'est l'égalité des genres et jusqu'à où on doit y aller. Voilà. Merci. Eh ben, je vais commencer à donner la parole pour quelques éléments de réponse. Vous avez tous des stylos et des... Ouais, très bien. Fanny. Sur ce dernier point, je pense, j'ai pas vu la personne en fait qui intervenait. Okay. Bon, alors vraiment, c'est tout à fait, encore une fois, mon sentiment personnel. Je pense effectivement, vous avez mis le doigt, je pense, sur une zone de flou, à mon sens, et c'est évident. Et c'est une zone de flou qui est, je pense, très problématique. Je pense que la question de la prostitution, elle est quand même centrale. Elle doit être réglée de façon très claire parce qu'elle est intimement liée à ces sujets-là. Est-ce qu'on
on accepte le recours à la prostitution? Est-ce qu'il est interdit par le code de conduite? Pour quel type de personnel? Pour tous les types de personnel? La prostitution en France, c'est une violence et c'est interdit par la loi et c'est pénalisé. Donc la question ne se pose pas. S'il n'y a pas plus évident comme abus et comme rapport de pouvoir, comme relation de pouvoir vraiment, comment dire, inégale, que ce phénomène-là. Je ne vois pas du tout, mais ça encore une fois c'est mon point de vue personnel, quel est le sujet vie professionnelle, vie personnelle là-dedans. J'en vois aucun. Sur ce sujet, mais après il y a eu d'autres questions sur ce sujet. Où tu veux y aller, Frédéric? Ok. Alors, en France, c'est pénalisé et illégal depuis 2016. Hein. Donc, honnêtement, c'est récent. Dans beaucoup de pays où nous opérons, c'est légal. Dans d'autres, c'est illégal. Mais je veux dire, les cadres légaux de 50 pays, il faut les maîtriser. Et je ne sais plus qui a posé cette question, mais pour moi, c'est un sujet critique. Une chose, c'est le degré de maîtrise que peut avoir une ONG grande ou de taille moyenne grande qui a des ressources internes qu'elle peut investir là-dessus. Ça coûte cher de faire le mapping et bien cibler qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal, c'est quoi les cadres juridiques des 50 pays où nous opérons, etc. Qui, honnêtement, dans certains cas, ce n'est pas le paradigme de la clarté et de la transparence. Et une chose, c'est ce que dit le texte de loi, autre chose, c'est la jurisprudence, et autre chose, c'est la pratique. Donc, je veux dire, bref, les limites de la justice et des systèmes de justice pénale, civile, etc., dans les pays où nous opérons, souvent laissent à désirer, malheureusement. Ceci dit, dans le cas, alors là je parle pour ACF, je pense que chaque organisation a son code de conduite pour son personnel. Pour ACF, nous considérons qu'un staff international qui part sur une de nos missions, que ce soit en capitale ou en base, représente l'association les 24 heures sur 24 de son temps. Du coup, quand il signe son contrat, il signe aussi un code de conduite qui dit « Désolé, la prostitution, c'est interdit ». Alors même si vous vous rendez dans un pays où cela est autorisé et légal, pour ACF, ce n'est pas acceptable, et en plus vous signez que vous ne pouvez pas le faire. D'autre part, les staffs internationaux que nous envoyons sous contrat français sont en plus de soumis aux lois nationales sur lesquelles, bon, c'est vrai pour ACF, mais pour n'importe quelle ONG, nous sommes tenus de respecter le cadre juridique de là où nous opérons, mais en plus, s'il y a contrat français, nous sommes tenus de respecter le cadre juridique français. Donc, de toute façon, dans les deux sens, c'est non admissible. Ce n'est pas légalement permis. Pour les staffs internationaux, c'est différent. Pardon, nationaux, merci. C'est différent. Parce que là, effectivement, il y a des cadres légaux, des contrats nationaux et des cadres légaux différents, où effectivement, on ne peut pas, on n'a pas d'instrument, si vous voulez, juridique qui nous permet de dire que ce qu'une personne peut faire au moment de sa vie privée, chez soi, en dehors du lieu de travail, etc., peut être régulé. On n'a pas ce levier. Du coup, effectivement, c'est une zone de flou. Ça c'est pour répondre de façon concrète à la question de madame. Après, mécanisme d'alerte whistleblowing, effectivement, le whistleblowing est en place. Il y a des adresses e-mail dans chacun des country offices pour que chaque salarié, et d'ailleurs, je ne veux pas rentrer dans les technicismes, mais il y a des adresses e-mail auxquelles on peut envoyer, en cas tant d'être témoin qu'en cas d'être victime, des alertes. Et du coup, le whistleblowing existe. Le problème n'est pas nécessairement que le mécanisme existe. De mon point de vue, il y a deux problèmes. D'abord, qu'il soit adéquat, et dans certains cas, il ne l'est pas. Il ne l'est pas pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas à garantir la protection du whistleblower. Parce que si le mécanisme de saisie ou semelle arrive, par exemple, sur la hiérarchie,
comment dire, je sais pas, au niveau maximum du top management de la direction de ce pays, par exemple, il n'y a pas de possibilité nécessairement il n'y a pas la suffisante protection du whistleblower. Donc déjà, il y a une question d'adéquation de ce mécanisme de whistleblowing. Et deux, même si on peut garantir la protection, l'anonymité totale, etc., comment faire pour que toutes les personnes qui sont témoins ou qui sont victimes se saisissent de ce mécanisme parce qu'elles savent qu'il n'y aura pas de, comment on dit, retaliation. Et c'est ça, voilà. Non, je ne sais pas si je réponds, mais honnêtement, le mécanisme est en place, mais il y a du chemin à faire pour l'ensemble, je pense, du secteur. Frédéric ? Oui, je vais rebondir là-dessus et sur la question de comment on intervient, le mécanisme d'alerte. Donc en 2015, il y a une étude de l'ONU sur 231 haïtiennes qui ont eu un sexe transactionnel avec des membres de la MINUSTAH, des casques bleus. L'ONU fait une étude, se rend compte que parmi celles-ci, donc sur 231 femmes entre mineurs et 30 ans, seuls 7 ou 8 savaient qu'il y avait une politique nationale qui interdisait aux casques bleus d'avoir ce genre d'activité sexuelle, et aucune n'était au courant du mécanisme d'alerte. Donc il y a des mécanismes en place, de là à ce qu'ils puissent être utilisés par les principales concernées, il y a encore un grand pas. Maintenant, sur la question sur comment on intervient, à mon sens, il faut doubler de cette question par qui intervient. Parce que sinon, on risque d'être à nouveau confronté au scandale d'Oxfam. Et donc, je ne veux pas taper sur Oxfam, parce que nous, c'est une ONG avec laquelle on travaille et qu'on apprécie. Mais son rapport est emblématique. Si vous choisissez de régler en interne un type de ce problème, c'est la porte ouverte à l'impunité. Et donc, pour rappel, parce qu'on se précipite pour parler de prostitution, mais ce que le rapport dit bien, c'est que malgré l'enquête, ils ne peuvent pas écarter que plusieurs des filles concernées étaient mineures au moment de l'acte. Donc là, on n'est plus dans une question de prostitution, mais de viol. Et par rapport à ça, le choix qui est fait lors de cette enquête, c'est l'impunité. Or, ce choix-là, il découle très largement du refus de recourir aux tribunaux nationaux et d'une culture de l'impunité. Donc, c'est non seulement comment on intervient, comment on contrôle, mais surtout qui intervient et qui contrôle. Merci Frédéric. Il y avait cette idée de créer un ombudsman il y a en 98 en fait. C'est une très vieille idée dans le secteur des ONG. Donc une entité un peu impartielle et neutre. Ça c'est vrai que ça faisait partie des projets mais qui ont été abandonnés d'ailleurs par... Probablement que c'était un peu prématuré. Mais peut-être qu'effectivement ça peut faire partie des choses dont on peut parler, tu as tout à fait raison. On va prendre une autre série de questions. Je voulais peut-être juste, avant de vous passer la parole, sans répondre moi-même, mais faire juste introduire 3 éléments de complexité supplémentaires. Le premier, c'est sur les questions de genre et les rapports avec les partenaires. On a tous des expériences. Moi, je vais juste vous en donner une, d'une grande ONG qu'il y a quelques années, avait voulu introduire, avant qu'on commence à en parler beaucoup, la dimension genre dans ses projets. Et notamment, c'était plutôt une ONG, effectivement, dans le secteur du développement. Et la direction générale a donc voulu l'introduire. Et elle s'est heurtée à de très importants blocages en interne parce qu'on lui a rétorqué « nos partenaires ne s'estiment pas concernés par cette question ». Donc la question du genre, c'est pas si simple aussi à traiter. Le flou est là aussi. Deuxième chose, moi j'ai formé effectivement pendant un certain nombre d'années d'étudiants et d'étudiantes, et j'ai eu des remontées d'un certain nombre d'entre eux où les abus et le harcèlement ou les agressions étaient le fait du personnel national sur du personnel international. Donc ce n'est pas uniquement le rapport de pouvoir, c'est bien plus complexe que ça. Et comme vous le dites, je crois, un peu tous, qu'il y a des problèmes, des questions de culture qui jouent là-dessus. Ça n'est pas simple. Et la troisième chose par rapport, juste pour un peu challenger la Véronique, non mais je donne la parole, mais juste pour un troisième élément de complexité sur ce qu'elle a cité. Vie privée, vie professionnelle. Au moment de l'affaire Oxfam, on est quelques-uns à se retrouver, enfin, on en discute,
Et il y a un dirigeant d'ONG française qui dit finalement, le scandale n'aurait pas éclaté comme ça si il n'avait pas reçu les prostituées dans la maison d'Oxfam et finalement là où il y avait à la fois le lieu de travail et le lieu d'habitation. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, pendant un certain nombre d'années, a été considéré comme faut séparer. Si on sépare, on n'est pas concerné, c'est la vie privée. Et comme l'a dit Véronique, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est encore dans cette configuration? Et la question, je crois, est on n'est plus dans cette configuration. Alors, il y avait une question au fond, allez-y. Oui, je vais poser Paul Arnaud, juriste. Je vais poser une question qui est un peu en marge de cette conférence sur les questions sexuelles, mais je profite de la présence de Véronique, qui est membre de Action contre la faim. En décembre 2001, ACF a pointé du doigt une vérité qui est admise de toutes les organisations maintenant et de tout le consensus des économistes, selon laquelle les actuelles dynamiques de globalisation augmentent les inégalités sociales. Comment se fait-il? Est-ce que vous pouvez dire deux mots sur la genèse des responsabilités qui ont été prises à l'époque par ACF et pourquoi ensuite elle n'a pas continué sur sa lancée? On va prendre deux autres questions. Allez-y. Trois autres, là, puis après. Oui, bonjour, excusez-moi, j'aurais une question. Pour rebondir un peu sur le thème de qui intervient, qui contrôle, je voulais savoir, par exemple, Madame Andrieux, vous êtes directrice générale d'Action contre la faim. Toujours cette question de qui intervient. Imaginons que vous avez une victime d'un abus sexuel par un de vos salariés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est et après. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui font, par exemple, au sein d'Action contre la faim, est-ce que vous allez orienter du coup la victime vers des avocats, vers des structures juridiques locales ou internationales pour justement traduire, lui permettre d'obtenir une réparation en justice? Et au niveau du salarié, on a dit tout à l'heure qu'effectivement le salarié coupable était viré, mais et après, au plan juridique, qu'est-ce que fait l'association? Qu'est-ce qu'elle met en place? Est-ce qu'elle a recours à des avocats externes pour justement faire en sorte que cette culture de l'impunité ne reste pas totalement éternelle? D'autres questions là au fond? Oui, bonjour. Je viens plutôt du monde de la lutte contre le sida et je me suis intéressé aux questions d'éthique dans la recherche et notamment aux essais thérapeutiques qui ont été menés en Afrique. À cette occasion, il y a eu plusieurs scandales, notamment sur les essais de prévention auprès de prostituées, de travailleuses du sexe. Et j'ai aussi suivi les essais en France. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place, notamment avec des community boards, des collectifs qui sont intégrés qui sont des groupes intégrés dans les recherches, au moment du design de la recherche, du suivi de la recherche, et qui sont des représentants des communautés sur lesquelles ces essais cliniques sont effectués. Ça veut dire que là, on a les intervenants, que ce soit des ONG ou des laboratoires qui font des recherches cliniques, ont des interlocuteurs et la société civile a des représentants honnêtes ou parfois corrompus. Il y a toujours aussi des difficultés de ce côté-là. Mais je pense que c'est quand même un dispositif qui est intéressant et qui pourrait exister. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé en 2011, donc en Haïti, il y a eu un communiqué très modéré qui ne donne pas beaucoup de détails de la part d'Oxfam. Et la presse la presse locale a fait énormément de coupures de presse. J'en ai noté au moins une dizaine. Et on parle de conduite incorrecte et la presse ne relève pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas dans la société civile locale d'interlocuteur qui met en confrontation l'ONG en obligation. Donc est-ce que ça serait intéressant de mettre en place un tel comité? Et je voulais juste poser une question à M. Thomas, puisqu'il parlait des propositions des Haïtiens, et est-ce qu'il a justement là-dessus des propositions à nous relayer? Merci. C'est moi qui dis, pardon. Bonsoir. Concernant l'accessibilité des personnes qui seraient éventuellement victimes d'agressions sexuelles ou bien de viol ou harcèlement dans le cadre de l'entreprise ou bien dans l'humanitaire, en réalité, il y a tout le volet psychologique qui n'est pas pris en compte de la victime ou supposée victime, qui donc du coup, du fait même qu'elle doit, par le biais de ce qu'on appelle le lanceur d'alerte, l'adresse email, peu importe, envisager d'écrire finalement, j'ai envie de dire de formaliser son agression
à une personne interne à l'entreprise. Pourquoi ne pas envisager, en fait, tout simplement de sous-traiter par le biais aussi du secret professionnel vers une entreprise ou un tiers, enfin une entité tiers, peu importe, quelle qu'elle soit. Donc par le biais aussi donc du secret professionnel, parce que le but évidemment à l'interne de traiter cette problématique, finalement, c'est d'éviter la mauvaise presse, la surmédiatisation, qui soit réelle ou pas en réalité du fait avéré. On est d'accord. Donc est-ce que ça a été envisagé ou pas ? Parce qu'en réalité, ce qui pose problème, c'est le fait de soulever, de formaliser ce problème à une personne qui serait un de nos managers, ou voire même au siège, peu importe, mais une personne en fait qui a un contact direct avec nous. Donc en termes d'accessibilité pour la victime, je pense que c'est véritablement quelque chose à chercher et à envisager. Et j'avais un deuxième point, mais évidemment, je l'ai oublié, donc à plus tard. Je vais commencer. Elles vont déjà répondre. Là. Je vais commencer à donner la parole à Véronique. Tu as été interpellée par les mécanismes d'action contre la faim et après, je passerai la parole à Frédéric. Bon, c'est qu'il y a eu beaucoup de questions, donc je vais prendre un peu... Alors, déjà, par rapport aux mécanismes qui existent en interne, d'accord ? On a un peu parlé du whistleblowing et donc tout ce qui est alerte, hein, mais après... Bon, on a aussi parlé un peu de la formation, des enjeux de formation et de sensibilisation des équipes sur le terrain. Alors, ce qui existe et ce qui est aspirationnel, d'accord ? Parce que c'est vraiment deux choses à distinguer. En termes d'appui et d'accompagnement psychosocial et psychologique, il y a au sein du département des ressources humaines une unité d'appui psychologique, qui est un des mécanismes, effectivement, à disposition tant des whistleblowers que des victimes. Ce n'est de loin pas la réponse suffisante. C'est quelque chose, mais ce n'est de loin pas la réponse suffisante. Là, on est relativement, on s'estime un peu heureux parce qu'on a fait encore un petit pas en avant et on a pu mutualiser avec 2 autres ONG internationales un mécanisme qui va agir sur 3 pays en Afrique centrale et qui va être basé in-country et non pas au siège. Quand ils vont être sur place, ils vont pouvoir faire non seulement de la sensibilisation, mais aussi apporter de l'accompagnement psychosocial aux équipes et éventuellement aux bénéficiaires victimes et whistleblowers. Donc c'est très peu, ça existe, c'est un début, mais il y a beaucoup plus à faire au niveau de cet élément. Après, pour regrouper 2 autres questions, il y avait la question de quid du traitement en interne vis-à-vis de positionner le traitement en externe, puisque indépendant. Et c'est clairement une bonne question. Alors, de ce que je vois au niveau de ce que je connais de ACF, mais de ce que je vois dans l'ensemble des ONG actuellement, c'est que chaque ONG constitue son équipe. On parlait tout à l'heure du Global Safeguarding Unit de Oxfam. Effectivement, la même chose existe déclinée dans l'ensemble des ONG. Il y a un Global Safeguarding Service ou Unit qui justement, donc dans le cas d'ACF, c'est l'unité audit, risque et conformité, qui traite toutes les questions de fraude, d'abus de pouvoir et de protection par rapport à tout ce qui est, et prévention par rapport à tout ce qui est sexual exploitation and abuse et sexual harassment, avec évidemment en lien avec le département des ressources humaines. Ce que je veux dire, c'est que cette unité, le Global Safeguarding, est généralement, et c'est le cas pour ACF, mais c'est le cas pour beaucoup d'ONG, située au niveau du bureau de la direction générale. C'est-à-dire, c'est le plus indépendant possible au sein de l'association. Donc il y a un devoir d'indépendance, de neutralité par rapport aux opérations, par rapport à ceux qui délivrent sur le terrain ou au siège. Donc cette unité de Global Safeguarding va être renforcée pour avoir davantage de moyens, et notamment il y a une déontologie de la fonction d'audit interne qui est extrêmement importante et qui ne rapporte que à la direction générale. Donc ça c'est un élément. Le deuxième élément, c'est la robustesse de nos mécanismes d'investigation. Alors autant vous dire, on n'est pas Interpol, donc c'est pas le but. Du coup, nous, on va référer
comment dire, aux autorités compétentes quand il y en a. Mais c'est que souvent, il n'y en a pas. Et je veux dire, on travaille dans des espaces où ce n'est pas toujours le cas. En interne, ce qu'on a fait par rapport à nos capacités d'investigation, je ne sais pas si vous connaissez cette organisation qui s'appelle Report the Abuse, qui a une sorte de pool global d'experts en investigation PSEA. D'accord? Protection from sexual exploitation, abuse and sexual harassment in the workplace. Donc, nous avons en fait, comment dire, externalisé, nous avons sous-traité les services d'investigatrices, en l'occurrence ce sont des femmes, expertes en PSEA, qui font ça depuis 20 ans et que nous déployons sur le terrain pour investiguer avec notre auditrice interne. Ce sont les mécanismes qui aujourd'hui sont en place. Est-ce que c'est externe? Je veux dire externe complètement? Non, je veux dire, ces produits... C'est plafond de verre, quoi. C'est très séparé du reste de la structure. Ah, c'est très séparé. Jamais quelqu'un des opérations, de la DRH, de tout ça, ne participe dans ce type d'investigation. Parce qu'on veut justement avoir un regard totalement, comment dire, à froid. Ça pourrait être mieux, effectivement, s'il y avait un mécanisme qui pourrait être externe et qui pourrait jouer ce rôle pour l'ensemble du secteur. Je pense qu'il y a des conversations en cours de est-ce que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, ça n'existe pas. Frédéric avait cette question autour des Haïtiens. Oui, mais je vais venir sur Haïti aussi pour expliquer le contexte. Et après, donc pour rappeler, Haïti 2007, il y a le contingent sri-lankais, 114 soldats qui sont accusés de viols systématiques sur des mineurs. Ils sont simplement rapatriés, aucun jugement. 2011, viol d'Uruguayen sur à nouveau un mineur, rapatrié, un jugement, quelques mois de prison. 2012, viol de policier pakistanais sur un autre mineur, rapatrié, aucune sanction. Donc, de manière générale, il suffit au moins l'ONU fait des documents, fait des évaluations régulières, sinon systématiques, sur les abus. Elle demande aux États membres quelle est la suite donnée. En général, la plupart des États membres répondent, pas tous. Lorsque la réponse générale, c'est pas de sanction, c'est simplement un rapatriement. Donc la question de et après est très, très problématique. Alors les Haïtiens, je pense que la réponse, à mon sens, la plus intéressante, la plus importante, elle provient de la SOFA, qui est un mouvement de femmes, national, qui est un travail reconnu en Haïti, et qui a la particularité d'être un partenaire historique d'Oxfam. Donc évidemment, elle condamne ce scandale. Ce qui est intéressant à mon sens, c'est qu'elle le condamne sans remettre en cause sur le travail et le partenariat qu'elle a à Oxfam. Elle est radicale dans sa condamnation. Elle renvoie ça à des questions de pratiques de pouvoir qui ne tiennent pas qu'à Oxfam, mais à une situation des ONG en Haïti. Et elle met aussi l'État haïtien face à ses responsabilités en disant que cette impunité est organisée à la fois par les ONG et par l'État haïtien qui ne prend pas ses responsabilités et qui n'exerce pas un contrôle. Et donc la SOFA appelle à ce que l'État haïtien exerce un contrôle sans populisme, mais avec transparence sur les ONG étrangères sur place et que celles-ci soient plus... et développent un autre type de partenariat avec les ONG locales. Et sur les ONG haïtiennes aussi? Pardon? Oui. Sur les ONG haïtiennes aussi? La particularité des organisations sociales haïtiennes, c'est qu'elles sont demandeuses d'un autre type d'État. Quand tu parles de contrôle, ça serait sur les ONG haïtiennes aussi? Elles demandent un État, oui. C'est ça, le problème, c'est qu'on est face à un cercle vicieux d'ONG internationales et d'ONG internationales qui fonctionnent comme un État dans un État et d'un État haïtien qui fonctionne comme une ONG. Et donc les ONG haïtiennes sont demandeuses d'un autre type de rapport d'un État qui contrôle, et pas seulement les organisations internationales. On va peut-être demander à Fanny, par rapport, tu étais directrice exécutive d'ONU Femmes jusqu'à l'année dernière, est-ce que y a une expertise d'ONU Femmes sur ces questions qui peut être utile, effectivement, au milieu ONG, au milieu humanitaire, aux autres agences? ONU Femmes, en fait, travaille essentiellement, même avant ONU Femmes, je dirais UNIFEM, avant ONU Femmes,
travaille étroitement, en tout cas dans le système d'ensemble des Nations Unies, notamment avec le département de maintien de la paix. Donc c'est à l'initiative d'ONU Femmes qui a eu notamment la création et le maintien et surtout un plaidoyer constant pour maintenir les conseillers genre dans les opérations de maintien de la paix auprès du commandement. Et puis, bien sûr, un regard très... comment dire et puis, une assistance technique, tout simplement, d'ONU Femmes, de l'organisation, auprès du département de maintien de la paix, sur la façon d'intégrer la problématique au sens large, mais évidemment la redevabilité sur les violences sexuelles. Et je pense que le système onusien, bon, on voit tous les chiffres sont accablants. Moi, j'avais noté dans les OMP, c'est très très documenté. Hein. J'avais noté pour 2017 2000 allégations, aucun emprisonnement. Je pense que la judiciarisation de ces cas, malheureusement, c'est très très illusoire. Il y a très peu de cas. Quand ils le sont, donc dans le système onusien, en raison des immunités, c'est effectivement uniquement possible dans le pays d'origine. Je ne sais pas effectivement si les personnels humanitaires internationaux, quelle est la position des ONG à ce sujet, parce que c'est un sujet délicat. Est-ce qu'ils sont passibles effectivement des tribunaux locaux, ou est-ce qu'aussi il y a une question d'immunité qui se pose quelque part? Est-ce qu'ils sont jugés dans leur pays qui régit le contrat, finalement, le pays qui régit le contrat? Mais effectivement, la judiciarisation, et du coup, effectivement, je confirme à 100% ce problème qu'on a d'un sentiment vraiment très très fort d'impunité, en fait, parce que la sanction... mais quand on regarde aussi le problème des violences sexuelles dans un cadre national, hein, et ça a été aussi un débat au moment de MeToo, mais pourquoi ces femmes ne vont pas devant les tribunaux? Parce que les tribunaux ne condamnent pas, ou alors très peu. Bon, pardon, j'exagère mon propos, c'est une caricature, mais statistiquement, le nombre de condamnations et puis la moyenne de condamnation. On voit récemment les cas de la jeune mineure qui a été... il y en a eu plusieurs, des cas tellement choquants que finalement, on ne sait vraiment plus quoi en penser. Mais je ne dis pas que les tribunaux s'en fichent, je dis que justement l'établissement de la preuve, la question de la preuve, moi je suis juriste, je suis pas... la question de la preuve reste un obstacle majeur. C'est pas la faute des juges, c'est juste que l'exigence de preuve est par nature, dans ces cas-là, extrêmement problématique. Là, dans le cas aussi des OMP, les enquêtes sont menées de façon très sérieuse, mais comment voulez-vous, si vous voulez ne pas retraumatiser les victimes par des enquêtes qui sont redondantes, des auditions d'enfants qui sont faites et leur parole est décrédibilisée. Donc on en reste à vraiment un problème d'établissement de la preuve qui est inhérent, qui est très très complexe et qui fait qu'il n'y a pas ou peu, je pense, vraiment d'espoir de judiciariser ces affaires. Voilà, c'est peut-être un peu provocateur ce que je dis, mais je pense que c'est la réalité. Oui, mais s'il n'y a pas la possibilité de judiciariser ces affaires, la responsabilité justement et la redevabilité des organisations est encore plus importante. Exactement, c'est mon propos. C'est exactement ça, Philippe. Merci d'avoir conclu comme cela. On a encore deux questions là, une autre là-bas. Donc, est-ce qu'il y a deux questions encore par ici? Non? Michel, j'ai une question ici. Merci. Donc, c'est pas franchement une question. Je voudrais rebondir sur le et après, sur votre commentaire. Donc, Sandrine Sabatier, responsable de la cellule éthique pour Médecins sans frontières.
Chez MSF, on a un système d'alerte qui est totalement indépendant, c'est-à-dire qui ne dépend pas de la voie hiérarchique. Et pour qu'un système d'alarme fonctionne, il y a vraiment, et ça répond également à la question pourquoi pas externe, ça doit être un système qui doit faire confiance. Les personnes doivent avoir confiance. Pour sortir du contexte un peu franco-français, j'ai cru comprendre, à moins que vous mentionniez, Madame Benetti, rappelons-nous qu'on travaille dans des pays interculturels où les femmes, dans certains pays, pour avoir fait des groupes de travail avec des femmes parmi nos personnels nationaux, c'est très stigmatisant pour une femme qu'on puisse savoir qu'elles ont été, je ne parle même pas d'abus sexuels, je parle de harcèlement sexuel verbal, elles peuvent être rejetées de leur famille, stigmatisées, et c'est en ça le et après. Les femmes, dans le système d'alerte, doivent savoir que leur nom ne sera pas exposé, qu'on doit pouvoir, en tant qu'employeur responsable, gérer cette situation de façon à protéger notre personnel. Je parle beaucoup de personnel parce que nous, 90% des affaires de harcèlement sexuel, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, c'est entre personnel. C'est pas forcément avec des personnes extérieures. Après, il y a la question de la prostitution qui est autre chose encore. Donc, dans la confiance, effectivement, on doit pouvoir garantir cette confidentialité, gérer le souci, donc ce qui engendre des affaires complexes. Maintenant, on s'est beaucoup posé, on se pose encore aujourd'hui la question, est-ce qu'on pourrait externaliser ce système ? De façon globale, sur le système d'alerte et sur toutes les typologies de plaintes qu'on est amené à recevoir, tout ce qui concerne les abus sexuels, le harcèlement sexuel, c'est un certain pourcentage. Il y a beaucoup d'autres choses, et pour être capable de gérer, il y a vraiment le besoin de connaître parfaitement la façon de fonctionner. Il y a beaucoup de choses systémiques. Qu'est-ce qui va engendrer ? La complexité, c'est que, surtout pour Médecins sans frontières, en tant qu'ONG d'urgence, c'est un système très dynamique. On a beaucoup de personnel qui change. D'ailleurs, dans la prévention, nous déplaçons de façon complètement autonome, séparée de la voie hiérarchique, pour rencontrer en face à face très régulièrement le personnel, ce qui nous permet aussi d'apprendre sur le terrain quand il y a des soucis. Mais ça doit être fait encore et encore et encore, puisqu'on ferme des missions, on en ouvre d'autres, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et c'est vrai que pour beaucoup de questions, à moins d'avoir quelqu'un qui a une belle expérience dans l'humanitaire, qui connaît parfaitement les faiblesses, les questions d'interculturalité, voilà, puisque l'idée des sensibilisations, c'est de rassembler tout le monde sur des valeurs communes, comme vous disiez, puisque les façons de fonctionner, les façons d'être sont vraiment très différentes. Et effectivement, cette dynamique, la fragilité des équipes à un temps T, parce qu'il manque des personnes, tout ça, c'est essentiel pour être capable de prévenir. Et nous, on a conclu effectivement qu'un système externe n'était pas idéal, sauf pour des graves affaires. Et dans ces cas-là, les graves affaires sont finalement les affaires les plus simples à gérer, contrairement à ce qu'on penserait. Il n'y a pas à tergiverser pour qualifier les faits, etc. Ça, effectivement, des pools externes de gens expérimentés peuvent le faire. Mais la confiance du système est essentielle pour vraiment que le système fonctionne, en vérité. Je prends une dernière intervention et après on va essayer de résumer. Ça ne va pas être facile. Bonsoir, merci beaucoup pour ces interventions. J'avais deux questions. Quelque chose qui m'a frappé dans l'ensemble de ces interventions, c'est que vous avez mis en avant deux grandes questions. C'était dans quelle mesure ces accusations, ces scandales ont été récupérés politiquement par des gens qui ont un agenda antérieur et qui sont bien contents, au-delà de leur intérêt assez faux pour les victimes, de réutiliser ces scandales pour nourrir leur propre agenda. Et deuxièmement, des impératifs en termes de communication ou en tout cas de relations publiques qui font que ces scandales vont être traités en interne et non pas en externe, souvent à base de punitions, de semi-punitions liées aux mutations, aux changements de pays qui au final ne vont rien résoudre si ce n'est simplement déplacer le problème. Or, ces deux grandes rhétoriques-là, elles sont utilisées par au moins deux grands pôles, deux grandes institutions qui sont concernées par ces problèmes de scandales sexuels, de corruption, de mauvaises actions, qui sont l'armée et la diplomatie.
L'armée française, quand elle a été confrontée à ces mêmes scandales sexuels, a plaidé la même chose. Certes, ces actions existent, mais au final, elles sont réutilisées, elles sont sorties de leur contexte, elles servent à des agendas politiques, elles sont bien loin finalement de ce qui se passe réellement, et au final, les gens qui en parlent ne pensent pas aux victimes, elles pensent simplement à leur agenda politique. Ça, c'est les positions des forces armées françaises. Alors, moi, je ne suis pas là pour dire si c'est vrai ou c'est faux, seulement je compare cette rhétorique, ces éléments de langage. Et deuxièmement, la diplomatie française qui peut être confrontée aux mêmes actions, aux mêmes problèmes d'ordre de corruption, de sexualité tarifée, de scandales sexuels, de pédophilie, etc., a aussi cette même logique qui est, oui, ces problèmes sont traités en interne, tout simplement parce que si on les exposait sur la place publique, on ferait plus de mal au ministère qu'aux coupables. S'il y a, c'est un grand si, s'il y a réellement une communauté de problèmes reflétés par cette communauté de défense et de rhétorique, ma question est, est-ce que ces trois grands pôles communiquent entre eux ? Est-ce que l'armée parle à la diplomatie française ? Est-ce que la diplomatie française parle aux humanitaires ? Et si oui, est-ce qu'ils peuvent trouver des solutions communes ? Est-ce qu'ils peuvent s'entraider dans cette, non pas gestion des scandales, ce qui est un peu insultant pour les victimes, mais plutôt cette gestion et cette résolution des scandales ? Donc c'est ma première question. Et ma deuxième question, je l'ai oubliée, pardon. Je laisserai peut-être Fanny répondre sur la question de comment les différents pôles se parlent, les différents acteurs. Nous, je pense que le secteur humanitaire en ce moment cherche à trouver des solutions collectives au sein du secteur, en dialogue avec les bailleurs aussi. Certains de ces bailleurs, effectivement, sont des agences liées au ministère, etc., donc plutôt au pôle diplomatie, comme vous l'avez évoqué. Mais il y a une différence fondamentale. Le secteur humanitaire a une charte de valeurs et de principes qui est, c'est notre colonne vertébrale. C'est ce qui fait que nous orientons à sauver des vies, protéger les victimes, etc. Ce n'est pas, il n'y a pas un agenda. Les valeurs, c'est les principes humanitaires, c'est l'humanité, l'indépendance, l'impartialité, neutralité. C'est sauver des vies. C'est juste, c'est un mandat humanitaire, un impératif humanitaire. C'est très différent d'autres acteurs, et de ce point de vue-là, c'est encore plus grave en ce qui nous concerne, et c'est un peu ce que je disais en introduction, parce qu'il y a une absolue exigence d'intégrité. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exigence d'intégrité dans d'autres secteurs. Je ne veux absolument pas, avoir un regard du tout sur d'autres acteurs. Je parle de nous. Et c'est là où, quand j'évoquais au début ce regard critique sur soi-même, cette introspection, on est très loin de chercher des discours, des narratifs, etc., et encore moins sur la défensive. C'est vraiment une question de se regarder en face et de voir, OK, ça fait 15 ans qu'on bosse dessus, bien. C'est pas une question de on se tape dans l'épaule, c'est OK, et honnêtement, c'est pas une question de on voudrait éviter le scandale dans 5 ans, c'est plus quid des victimes, quid des whistleblowers, comment on renforce vraiment une culture où honnêtement, comme disait Philippe, il y a un avant et un après. On veut saisir cette opportunité. Donc je pense que de ce point de vue-là, de mon point de vue, c'est plus au niveau secteur. Je voulais rebondir sur ce que disait la jeune dame de MSF, sur le comité éthique. Tout ce que vous avez dit, c'est exactement le type, résonne complètement. C'est exactement le type d'éléments qu'on voit dans les investigations. Les barrières, les désincentives au report, à l'alerte sont énormes. C'est au-delà des représailles. C'est culturellement, comme vous l'avez dit, être ostracisé par sa propre communauté, sa propre société. La question de l'absence de preuves. Effectivement, c'est ma parole contre la parole d'un tel. Alors que moi, dans l'asymétrie de pouvoir dont on a parlé tous les trois, je suis où là-dessus ? Quelle option je peux avoir ? Du coup, que préfèrent souvent faire beaucoup de ces femmes, je parle de staff, quitter l'organisation, aller ailleurs, juste, voilà. Ou si elles n'ont pas le choix, rester dans une situation de souffrance absolument intolérable. Donc c'est extrêmement... il y a vraiment tout un travail. C'est pour ça que je parlais de changement culturel, de dire non, de réduire cette asymétrie de pouvoir, d'agir sur ça, pour dire non, tu auras des leviers pour pouvoir agir. Il se passera quelque chose. Alors je ne dis pas qu'on va aller à la judiciarisation,
nécessairement dans tous les cas. Il faut vraiment, je pense, faire la différence entre qu'est-ce qui est harcèlement et qu'est-ce qui est viol. Je veux dire, il y a quand même des cas extrêmement différents. Dans beaucoup de cas, effectivement, l'absence de preuves rend ça extrêmement compliqué. Fanny. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à votre question. Je suis désolée, mais ce n'est pas parce que je ne veux pas, c'est que je n'ai pas l'information. Je ne sais pas comment les différentes... vous parliez d'une communication, d'une coordination de la réponse entre les différents ministères. En France, franchement, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous répondre. Moi, j'ai juste quelques remarques. Je pense quand même que il y a cette question quand même du risque réputationnel, vous le disiez très justement, qui est en fait à chaque fois, qui est vrai en fait, qui existe, mais et qui est invoqué à chaque fois. Moi, je me souviens très bien au moment du Sex for Food, c'était un argument vraiment très fort. Il y avait ce risque de UN bashing, avec derrière aussi toute la question des donateurs qui allaient donc sanctionner les Nations Unies, etc. Donc ça, je pense qu'en fait, le risque réputationnel, il est encore plus grand si on n'est pas entièrement transparent. Et c'est ça que vont retenir, je pense, les donateurs, c'est plutôt le souci de transparence, quoi. Et je me demandais d'ailleurs si ces cas... Donc là, j'ai bien compris qu'il y avait chez vous une entité vraiment indépendante, etc., ce qui est vraiment ce qu'il faut faire. Mais je me demande dans quelle mesure ça remonte aussi, ces informations, ces cas individuels, finalement, jusqu'au conseil d'administration. Et si c'est utile ou pas de faire cela, ça peut être aussi une garantie supplémentaire aussi de redevabilité collective du CA finalement par rapport à ce phénomène-là, parce que après la responsabilité est engagée finalement. Donc ne pas laisser ça au sein de l'équipe exécutive, même au niveau du leadership, ça peut être une piste aussi. Et puis encore une fois, je pense qu'il y a aussi peut-être j'ai encore un petit doute aussi sur la question de l'impossibilité juridique d'engager une personne recrutée, qu'elle soit recrutée nationale ou internationale, sur un code de valeurs assez strict qui l'engage pleinement et entièrement dans sa vie, quelle que soit la loi nationale en fait. Je pense qu'il y a peut-être une possibilité de briser cette ambiguïté en fait, et de dire à la personne qui est recrutée, eh bien, vous êtes tenu à ces valeurs, à ces principes, à ce code d'éthique, quel que soit le contexte, en fait. Et la sanction, bien sûr, dans ce cas, ne serait pas judiciaire, puisque la personne n'aurait pas enfreint la loi, mais elle pourrait être d'interrompre le contrat pour violation, enfin pour... comment on appelle ça, breach of contract. Ça va pas ce soir avec le français. Pour je crois que Véronique veut. Faute professionnelle. Après, Michel va. C'est une faute professionnelle. Oui, enfin bon, en France, par exemple, ce n'est pas légal. Alors là, je parle sous ton contrôle, Philippe, mais on a fait des recherches parce qu'en France, par exemple, un staff en France, à Paris, au siège, on ne peut pas agir sur quelque chose qui se serait passé en dehors des lieux de travail, sur des horaires qui ne sont pas de travail, et enfin, je veux dire, sur sa vie privée complètement. C'est pas complètement illégal. On en parlera si tu veux, mais nous, on a fait en tout cas la démarche auprès de nos avocats pour comprendre. Ah oui, c'est la limite, mais je veux dire, légalement, on n'a pas un levier. Après, il peut y en avoir d'autres, effectivement, mais juridiquement, légalement, je parle juste de la France. Non, je voulais juste parler de la transparence, par rapport au risque réputationnel, etc., de la transparence, et des incentives et désincentives par rapport à la transparence. C'est vraiment important, je pense qu'au niveau du secteur, on en parle, et on a commencé à en parler avec les bailleurs. Autre chose, évidemment, c'est le grand public, mais déjà entre nous,
avec les bailleurs, c'est-à-dire les acteurs humanitaires, quels sont les incentives réels à la transparence? Là encore, je salue beaucoup l'initiative de MSF, qui a été très rapidement très transparent. Voilà nos procédures, etc. C'est quelque chose d'important que beaucoup d'ONG ont fait aussi. Je pense qu'il est important, justement, pour monter en maturité, de se dire il y a un vrai besoin, je pense, de créer ce safe space et que les acteurs humanitaires eux-mêmes n'agissent pas, avec un rôle d'accusateur, mais avec un rôle de co-responsable, et pour accompagner les acteurs à monter en maturité et à vraiment adresser ce problème. Ce n'est pas en le cachant sous la moquette qu'on va arriver quelque part. Il y a un vrai besoin de dire, OK, avec certains bailleurs, d'ailleurs, c'est possible. On a déjà qui n'ont pas du tout abordé la question de façon conditionnalité, mais d'une façon comment on peut vous accompagner à faire mieux. C'est une question de renforcement institutionnel, en fait, pour mieux délivrer notre mission en consistance pleine avec nos valeurs. Pour faire ça, on a certains bailleurs qui sont assez, éclairés, je pense, qui ont bien compris les enjeux et qui, du coup, adressent ça d'un point de vue renforcement organisationnel et qui nous accompagnent sur du pluriannuel pour nous renforcer. Donc ça, c'est vraiment important d'essayer d'agir sur ces incentives à la transparence et qu'au niveau de l'ensemble du secteur, ce soit quelque chose qui soit reçu de façon positive. Voilà. Si tu permets, il ne faudrait pas, mais c'est juste une incidente, que la localisation, qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, avec les bailleurs, et à la suite du sommet militaire mondial, il faudrait que ça implique ça aussi. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ça soit mis de côté parce que ce sont des ONG nationales qui vont avoir un rôle plus important. Il faut aussi l'intégrer, à mon avis, dans toute la dynamique du nexus et de la localisation. Mais il faut que... Frédéric va répondre. Il faut que Michel puisse conclure. Donc, je ne pense pas qu'il y a de discours de convergence entre armée, diplomatie et humanitaire. Par contre, il y a des affinités, il y a des correspondances du fait qu'on est par rapport à des institutions qui basent une partie de leur légitimité sur une rhétorique forte, sur une narration, un code narratif de civilisation des valeurs, qui ont des mécanismes d'autodéfense un peu corporatistes, qui sont autocentrés, qui ont tendance à voir ce type de scandale comme un dysfonctionnement et pas un fonctionnement, et qui surtout sont allergiques à tout contrôle extérieur. Et donc, ce sur quoi on vient buter, c'est à nouveau la valeur mise d'une indépendance qui interdit un contrôle des États hôtes sur ce type de problème. La juridisation dont on a parlé, le groupe d'experts indépendants de l'ONU sur les questions d'exploitation sexuelle demande à ce qu'elle puisse être négociée par les pays qui envoient des casques bleus. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun cas où ça s'est fait. Donc il y a une véritable réticence au nom de l'indépendance qui agit là plus comme un instrument idéologique pour ne pas rendre compte très imparfaitement. Merci Frédéric. Alors, je vais essayer de conclure, mais je ne peux pas résumer parce que je trouve que les débats ont été riches et l'exercice d'un stand-up est toujours un exercice qui est court. Parce qu'il sollicite en fait un peu la pensée critique et va certainement ouvrir les portes pour des nouveaux débats. Mais j'aimerais prendre un peu plus de recul et de la distance par rapport à deux choses, principalement autour desquelles on a polarisé notre débat ce soir, c'est le phénomène et la réponse, donc qui sont en fait, ils sont centraux. Donc le phénomène, ben, vous l'avez dit, il est ancré quand même un peu dans l'histoire du secteur. Fanny nous l'a rappelé, ça existait déjà, même en termes de vagues médiatiques ont déjà existé. La première vague médiatique était tout à fait celle qu'elle a décrite, celle du food for sex. Mais comme il nous le rappelle aussi Véronique, les temps ont changé, le regard a changé. On est dans une société qui, même par rapport à 2001, est beaucoup plus connectée, où en fait notre vie est souvent beaucoup plus sur un smartphone, d'accord, que dans la vie réelle. C'est un peu le temps qui est consacré. Et MeToo, c'est un phénomène à part entière. Et la perception des gens, elle a changé. Après, je me suis dit, mais il ne faut pas oublier, parce qu'on a parlé de beaucoup d'acteurs. On a parlé des États, à un certain moment, on a parlé des militaires, naturellement des missions de maintien de la paix. Tout a démarré, on sait que c'est un phénomène... Voilà, c'est horrible ce qui continue à se passer actuellement
encore aujourd'hui sur le terrain, l'impunité insoutenable. Mais le centre de notre question, c'est les humanitaires. Et comme nous l'a rappelé Véronique, les humanitaires, ce n'est pas comme le CCR, sont des structures de la société civile qui se sont automandatées. J'ai vraiment retenu ça parce que je trouve que c'est une belle image. Se sont automandatés de répondre à une certaine cohérence de valeurs et de principes qui les définissent en tant qu'humanitaires. Et du coup, ils se doivent d'être encore plus exemplaires. Alors, il y a une réalité parmi les humanitaires. Alors, c'est beau de voir les différentes structures. La transparence, ça fait partie des valeurs intrinsèques des humanitaires. Je n'ai jamais vu une organisation humanitaire en tant que telle aller à la rencontre de la valeur de transparence. D'ailleurs, ça les diffère du culte du secret qu'on peut avoir dans l'État ou dans l'armée. Mais c'est la transparence. Mais les humanitaires, voilà, ils ont aussi des modèles. Et c'est aussi des modèles économiques qui font que, à quelque part, ils doivent sauvegarder leur intérêt et secondairement celui-là du secteur et des humanitaires dans leur ensemble. Alors aujourd'hui, on assiste à quoi? À différentes structures, à différentes organisations qui se dotent de leurs propres mécanismes et qui l'essayent, et notamment avec toutes les contraintes. Parce que mettre en place un système de whistleblowing, de défense aussi de la victime et notamment des bureaux, quelque part de les condamner à un système juridique, ce sont des systèmes coûteux. Et moi, il y avait des idées très intéressantes. Alors, il y a une vieille idée, c'est celle de l'Ombudsman, donc la création d'une entité tiers qui puisse avoir quand même une certaine autorité, et aussi neutralité. Au-dessus de l'ONG, aussi de l'ADG, peut-être il faut aussi créer un mécanisme de tutelle et de neutralité supérieure. Alors, il y avait des personnes qui viennent du secteur du VIH-Sida, ce qui explique aussi Frédéric, qui au fond, il y a aussi cette question du pouvoir. Comment le pouvoir entre les ONG humanitaires et les victimes se distribue. C'est une question centrale d'ailleurs dans le secteur actuellement. Il y a une transformation en cours. Mais ce pouvoir, il est questionné. Et l'objectif des humanitaires, c'est d'essayer de le transformer. Il y a des ONG qui travaillent, et notamment Oxfam. Mais il y avait des idées intéressantes. Peut-être il y a d'autres secteurs, comme le secteur du VIH-Sida, où les questions éthiques ont été définies par les personnes vivant par le VIH. Je trouve toujours intéressant, en fait, les ponts qu'on peut créer entre le monde du VIH-Sida et celui de l'humanitaire, surtout par rapport aux questions éthiques. Car dans le VIH-Sida, c'est les personnes vivant avec le VIH qui définissent leurs propres réponses. Et peut-être il est temps aujourd'hui de donner même le pouvoir, en fait, aux victimes. Et que ce ne sont plus des victimes, mais sont des personnes concernées. Et que demain, c'est à eux de définir comment ils veulent être aidés. Et aussi comment régler toutes ces questions d'éthique et de faillibilité d'une ONG, parce qu'une ONG reste une ONG, une structure humaine, et donc faillible. C'est sous ces questions-là et sous ces idées intéressantes que j'aimerais terminer, mais tout en remerciant nos stand-uppeuses, très particulièrement Fanny et Véronique. Parce que, un, c'est des leaders, et deux, c'est des femmes. Je n'ai pas entendu beaucoup de DG, d'organisations humanitaires, prendre la parole en public sur ces questions-là. Et vraiment, je tiens à les remercier. Je tiens à remercier Philippe, qui est un compagnon de voyage depuis quelques années, sur les questions humanitaires. Et un grand remerciement quand même à Frédéric, dont je trouve l'intervention très pointue, très scientifique, et dont le cri critique, il faut l'entendre parce qu'il nous apprend des choses, il nous questionne. Merci Frédéric. Et puis merci à Michel, je pense que vous pouvez l'applaudir, pour les stand-up qu'il organise. Merci à vous tous et au prochain stand-up.